Zone Mon Monito, encore une fois, nous sommes avec un invité spécial. Tous les invités sont spéciaux à la zone, mais aujourd'hui on parle de Maude Héloïse Saulnier, une psychothérapeute autorisée à son compte qui constate des enjeux dans les interventions masculines. Bonjour. Quelqu'un que je connais, ça fait quand même longtemps. Un petit peu. Bonjour quelques Maude. années. Allô. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Je suis vraiment excitée d'être avec toi. Ça fait quelques semaines là, qu'on planifie ça. Là, puis que c'est comme, ouh, on va-tu le faire? Puis là, on est down. Là. Je te demande comment tu vas parce que j'imagine que toi, tu demandes toujours cette question aux gens. Donc. Ben, c'est drôle, hein? C'est pas une genre de question qu'on suggère de commencer une session avec ça. Ah! En fait, ouais. C'est quand même très intéressant parce que, justement, quand on dit à quelqu'un comment ça va, ben l'automatisme, c'est ça va bien. Donc, généralement, ce qu'on dit aux clients, comment t'arrives aujourd'hui? Ah! Ouais. Comment t'arrives aujourd'hui? Comment tu arrives aujourd'hui? Tu sais, ça peut parler vraiment de son état psychologique, physique, peu importe. C'est beaucoup plus large. OK. Généralement, ils s'en attendent pas dans les premières séances. Puis après ça, ils s'habituent à ça, puis ils arrivent, puis ils disent « OK, ben il y a eu ça cette semaine, puis tout ça. » Fait qu'il n'y a pas l'automatisme de « Oui, ça va super bien », puis tu sais, le genre de petits murs qui se mettent là, pour être polis, mettons. Là. Donc, même si ils vont te voir parce que... Déjà, on va parler après de c'est quoi une psychothérapeute, c'est quoi la différence avec psychologue, thérapeute et tout, mais même s'ils vont te voir, ils sont quand même un peu réticents, gênés. Ah, ben oui. Oui. Puis il y a des gens, tu sais, c'est quand même intéressant parce que surtout dans les premières séances, on demande souvent « Es-tu volontaire? » Tu sais, est-ce que tu viens ici de ton plein gré? Okay. Ça, c'est quand même quelque chose qui est super important, le consentement éclairé, et qu'ils soient informés que justement, s'ils viennent pas ici de leur plein gré, ben, tu sais, peut-être ça marchera pas aussi bien. Dans le sens qu'ils vont sentir une pression additionnelle de réussir une thérapie, peu importe de quoi ça a l'air pour eux de réussir ça, là. Donc, c'est ça. Fait qu'on essaie de vraiment travailler ça au début, de voir, sont-ils ici pour les bonnes raisons? Hein, on dit bonnes raisons. Mm-hmm. Puis, s'ils veulent vraiment continuer. Parce que ça se peut qu'après la première séance, je ne sois pas le bon fit. Ça aussi, qui peut obliger quelqu'un d'aller faire la thérapie? Principalement la cour, tu sais, des choses comme ça, mais encore plus indirectement, des conjoints. J'entends beaucoup de « Ah, ma femme m'a donné un ultimatum, mon chum m'a donné un ultimatum, si je change pas ça, c'est fini. » Donc, tu sais, ça, c'est vraiment difficile pour un conjoint d'arriver, c'est comme la dernière ressource. Fait qu'il y a beaucoup de pression là, de ce côté-là. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire dans un couple? Mm-hmm. Et je pose des questions que la plupart, je connais la réponse. Hein. Yeah. C'est pour l'audience. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire dans un couple pour que le conjoint ou la conjointe va dire « Ben là, tu as besoin d'une thérapie et si tu vas pas faire la thérapie, dans 3 mois, toi et moi, on ne sera plus ensemble. » Ben ça, c'est certain. Il y a une question de perspective, hein, dans le sens... la majorité des cas, mes clients m'arrivent et ils disent qu'il y a beaucoup de conflits de valeurs, beaucoup de problèmes de communication. Mais tu sais, moi, je veux spécifier aussi. Moi, je fais pas de couple. Hein. Moi, je fais beaucoup d'individuels. Fait que j'ai souvent juste la moitié de l'histoire. Donc, je me fie avec ce que j'ai là, dans la séance avec le client. Mais ce qui est rapporté le plus souvent, là, c'est vraiment là, problème de communication, conflit de valeurs, stress, tu sais, financier, les enfants, beaucoup de choses. Puis des fois, il y a des gens que, hommes ou femmes, ben, ils décident de se réfugier dans certains mécanismes de défense, stratégies d'adaptation qui malheureusement affectent la vie de famille. Donc, tu sais, on peut parler de consommation, on peut parler de gambling, on peut parler de, tu sais, achats excessifs, etc. Là. Je suis content que les 2 premiers points, j'avais l'impression que dans les statistiques je lisais, ça touchait plus les hommes. Et là, le 3e point, je suis pas sûre. Ben, je dois dire, ça dépend. Consommation, criminalité, principalement les hommes, malheureusement. Tu sais, exemple, 87% des hommes dans les pénitenciers... Excuse-moi. 87% des hommes qui sont dans les pénitenciers fédéraux, là, c'est vraiment... C'est eux la majorité. Consommation aussi, les hommes sont 3 fois plus à risque de consommer. Donc, oui, on pourrait discuter de ça, en fait. Comment les hommes vivent la vie, en fait? Ben, définitivement. T'inquiète pas, j'ai quand même quelques statistiques aussi que j'ai pris j'ai hâte de voir, là, du côté du sexe opposé.
Non, pour les deux, mais pour les sexes opposés. Ben Je suis oui. particulièrement excité pour cet épisode et j'ai l'impression qu'on ne pourra pas couvrir tout ce dont on voudrait parler, mais je pense que ça ne serait pas ta dernière fois et c'est pour ça qu'on a été spécifique aujourd'hui pour le sujet du jour. Ouais. On va parler des hommes qui viennent te voir et justement les tendances que tu vois, ainsi de suite. Mais avant d'aller là, est-ce que tu pourrais éclaircir pour moi et pour l'audience les différences, très vite fait, sommaires, entre une psychothérapeute, qui est quelque chose que toi tu fais, une psychologue ou un psychologue, et un thérapeute, si c'est différent. Puis t'as quand même oublié possiblement les intervenants communautaires et les psychoéducateurs, qui sont super importants aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect politique là. Donc là, eux, tu vas les donner 30 secondes. Et le reste, parce que ça, les autres, parce que les intervenants, eux, c'est pas des professionnels que tu peux aller voir. Eux, ils viennent... Dans certains contextes, oui, ils viennent souvent. C'est sur le terrain, t'es comme, dans une situation précaire et donc tu fais... Oui, exactement. C'est ça. C'est pas tout le temps de ton plein gré, mettons. C'est ça. Ouais. Donc, étant donné que l'audience est quand même variée, si on va y aller, on va se limiter à, justement, il y a travailleur social, psychothérapeute, psychologue et psychiatre. En fait, que je pense qu'on pourrait... Tu sais, il y a quand même les neuropsys, il y a les psychométriciens, tu sais, on vous aime, puis une chance que vous êtes là aussi. Mais on va se limiter à ça, puis tu sais, on veut pas discriminer aucun métier parce qu'on a besoin de tout le monde. Là. Ouais. Et tous les disclaimers que vous allez voir en commentaire et sur les pages tiennent dans cet épisode particulièrement. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Fait en fait... étrangement, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, ça se rejoint, tu sais, on travaille beaucoup ensemble la majorité du temps. Donc, je vais commencer par le psychiatre juste parce que pour donner une genre d'idée de qui peut faire quoi, en fait. Donc, le psychiatre, c'est un médecin spécialiste, hein, fait qu'il a fait son cheminement académique en médecine, puis après ça, il a été spécialisé en psychiatrie. Donc, lui, dans le fond, il a pas mal le droit de tout faire, là, dans le sens qu'il fait une évaluation complète de la personne. Donc, tu sais, vraiment psychologique, physique et sociale, dans le sens qu'il va regarder le réseau. Il va regarder si tu as une condition médicale qui peut affecter justement ta façon de voir les choses ou ta façon de vivre. Puis au niveau psychologique, c'est vraiment là qu'on va donner un diagnostic si jamais tu en as un. Et après ça, on peut regarder, est-ce qu'on propose la psychothérapie, qui est genre une intervention en tant que telle? Est-ce qu'on propose de l'ergo? Est-ce que c'est lui qui va vraiment faire les références aussi? Mais en plus de ça, il peut te prescrire un médicament qui peut justement alléger les symptômes. Hein? Parce qu'un trouble de santé mentale, ça c'est très important à prendre en considération, c'est t'es pas malade, OK? Ce qui arrive, là, c'est que t'es affecté énormément par plusieurs symptômes de façon significative. OK. Donc, c'est pas une maladie, c'est que tu vis quelque chose de difficile qui t'affecte dans ton fonctionnement. Et ça, de façon chronique. Et donc, c'est ça qu'on va essayer. On veut réduire la chronicité, puis on veut adapter, on veut aider, on veut soulager. OK. C'est intéressant que tu parles de ça parce qu'on parle beaucoup de santé mentale de nos jours dans les nouvelles et tout, ce qui est bien, j'imagine, parce que ça diminue le tabou. Mais donc, c'est pas une maladie, c'est juste quelque chose que tu peux... qui est traitable. Qui peut être traité. Puis ça, c'est important aussi, la psychothérapie, c'est pas un traitement pour guérir. Hein? C'est un traitement pour soulager, pour adapter le mode de vie. C'est pas comme un traitement pharmaceutique, exemple, pour le côlon irritable. On s'entend, là? C'est vraiment différent. Donc là, on va aider la personne à trouver des stratégies d'adaptation pour mieux vivre. Pour mieux vivre avec... Avec la chose qui la préoccupe. Qui la préoccupe. Et un exemple de cette chose, ça peut être... Ça peut être, la dépression. Ça peut être l'anxiété. Est-ce que la dépression en elle, c'est une maladie ou ça c'est... Dans le fond, c'est dépendamment des symptômes, dépendamment du portrait clinique, dépendamment de la chronicité. Ça dépend de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je me trouve énormément drôle avec mes mots aujourd'hui. Ça dépend de beaucoup d'aspects, puis de l'historique de la personne. Il y a des troubles de l'humeur, qu'on appelle, qui englobent justement la dépression, la bipolarité, de type 1, de type 2, les troubles d'anxiété, on peut retrouver anxiété généralisée, anxiété sociale,
Puis là, t'en as beaucoup d'autres, là. Tu sais, comme Ok. je t'en nomme genre 2, là. Mais... Et là, on peut pas aller dans la profondeur tout Non. de suite. Exactement. Et là, donc ça, c'est le Psychiatre, lui, il évalue, il évalue. il recommande des traitements, puis il Mhm. peut aussi suggérer et même implémenter là, un traitement pharmaceutique. Pharmaceutique, ok. Ouais. Donc ça, c'est le psychiatre. Le psychologue, dans le fond, fait un peu la même chose que le psychiatre, OK? Dans le sens qu'il fait une évaluation psychologique, OK? Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe, on regarde le fonctionnement de la personne, on regarde aussi le réseau. Mais on ne fera pas nécessairement une évaluation avec des scans puis tout ça au niveau médical pour voir s'il y a une tumeur au cerveau, là. OK? Ok. Le réseau, c'est l'entourage de la personne Oui, ou c'est... réseau. Ok. Oui, exactement. Parce que ça, c'est un terme de field, là. Ben, c'est pour ça que moi, je pose les questions de rookie, là. Pour que- Exactement. Non, c'est ça. Fait que le réseau, l'environnement, en fait, c'est tu sais, famille immédiate, famille d'origine, famille extendue, tu sais, les ressources disponibles dans le quartier, etc. Donc, c'est ça. Fait que le psychologue, lui, va vraiment regarder l'aspect psychologique et social majoritairement. Ok. Oui, on va regarder un peu de biologie, dans le sens que est-ce qu'il y a quelque chose dans ta génétique qui a été mentionné par un psychiatre ou mentionné par un médecin qui peut affecter justement ton fonctionnement? Et si oui, ben là, on va le dire, OK, t'as peut-être un trouble de l'humeur X, Y, Z à cause de telle affaire, tu sais. Fait que c'est peut-être plus une dépression situationnelle ou épisodique qu'on Ok. appelle, Ok. à cause de tel élément. Et oui, le psychologue peut recommander un traitement pharmaceutique, mais il peut pas le prescrire. Fait qu'il peut dire dans son document, là, « Allô, monsieur, un trouble de l'humeur X, voici ce que j'ai vu. S'il vous plaît, nous recommander un traitement pharmaceutique semblant à ça, blablabla. » Dans le fond. Et là, ça, la personne prend ça et doit aller voir un psychiatre qui... Il peut aller voir son médecin de famille avec ça. Le médecin de famille aussi peut, Ouais, peut le justement... médecin de famille peut prendre La recommandation. la recommandation puis essayer, exemple, un antidépresseur, un anxiolytique, un psychostimulant, si on parle de TDAH ou de choses comme ça. Intéressant. Oui. Le psychologue fait pas de thérapie. Oui, il Oui. peut faire de la thérapie. Ok. OK? Ça dépend du champ d'expertise de la personne. Si la personne préfère juste faire des évaluations, ben, elle va faire juste l'évaluation. Si la personne veut faire les deux, elle fait les deux. Puis si la personne veut juste faire la psychothérapie, ben, elle peut le faire. Ok. Là, on a fini avec le psychologue. Yeah. Là, en dessous de ça. En dessous de ça. Puis je trouve ça drôle que tu dis ça, puis comme je m'excuse, je vais juste mettre un point là. Parce que ça doit pas être en dessous. En plus, Non, non, quelque part dans cette je sphère. savais que je m'en allais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, là, c'est vraiment au niveau des droits qu'on a, au niveau des droits de pratique qu'on appelle. Ok. Fait que le droit de pratique du psychothérapeute, c'est en fait de prendre un traitement psychothérapeutique pour justement regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne, trouver des stratégies d'adaptation, essayer de soulager certains symptômes qui sont chroniques. Ok. Tout ça avec la thérapie, soit d'impact, de parole, tu sais, il y a plein de façons de le faire, avec différentes approches, comme la thérapie cognitive comportementale, la thérapie psychodynamique, etc. Nous, on se tient à ça, en fait. On n'a pas le droit de diagnostiquer, on a juste le droit de, exemple, faire une recommandation, dire « Monsieur présente les symptômes suivants. Voici le portrait clinique que j'ai vu. S'il vous plaît, nous recommander des pistes de solutions ou des choses comme ça. » Et le client, le monsieur, peut prendre ça pour aller voir qui? Son médecin ou un psychologue s'ils veulent vraiment un diagnostic officiel. Officiel. Le médecin de famille, c'est vraiment... c'est un acteur super important dans les suivis de chacun de nos clients. Le client choisit. Fait que si, exemple, il choisit l'option d'aller voir son médecin de famille avec la petite lettre que j'ai donnée, ben, le médecin de famille peut prendre la décision d'y donner un antidépresseur ou non, en fait. Il va regarder le portrait clinique, il va regarder dans son livre, il va regarder avec son expertise. OK, ben la personne présente beaucoup de symptômes X, donc on va y aller avec ça. Puis il n'y a pas de contre-indication, exemple, pour des maladies de cœur ou peu importe. Fait que c'est ça. Parfait. Merci pour cette belle description. Hey, ça a été vite, je m'excuse, mon Dieu. Tu trouves Je ça suis vite? toute excitée parce que je parle vite. Ah non, dis-toi que nous sommes déjà à 14 minutes. On est déjà... Oh, aïe. OK, on y va. Ok, donc on va continuer. Donc, ça, c'est les trois qu'on va focus dessus aujourd'hui. Ouais. Mais entre autres, on va focus surtout sur ce que toi, tu fais. Oui. Et tes interventions, justement, avec les hommes. Donc, vite fait comme ça, est-ce que tu as une statistique par rapport au nombre d'hommes ou de femmes qui viennent te voir? Qui viennent me voir. Ou qui viennent voir, qui viennent faire de la thérapie. Fait que dans le fond, là, en partant, là, les hommes consultent moins que les femmes. OK? Il y a un moins grand besoin de consulter.
dans les recherches, on mentionne que c'est souvent à la dernière minute que les hommes vont consulter. Parce que 80%, exemple, de la population d'hommes entre 15 et 54 ans, si je ne me trompe pas, pensent qu'ils peuvent régler leurs problèmes tout seuls. Donc, il y a un moins grand sentiment de besoin. OK. Ouais. OK. Le besoin est là, mais pas sentiment. Le besoin est là, okay. Mais la capacité versus autonomie, chez l'homme, là, c'est super important, l'autonomie. Puis, tu sais, ici, là, quand on parle d'homme, on parle, tu sais, homme né à la naissance, là. Tu sais, vraiment pas avec de transition de genre ou quoi que ce soit. Parce que j'ai pas les statistiques là-dessus. OK? Je vais être vraiment transparente avec ça. On parle pas parce que ça, c'est vraiment un autre sujet aussi. Exactement. Puis je veux pas m'embarquer là-dedans parce que je m'y connais pas. Puis je suis très transparente avec ça parce que je m'intéresse à la cause LGBTQ 2+, si c'est encore ça. Toutefois, tu sais, je veux juste m'avancer. Les recherches que moi j'ai faites, c'est sur les hommes, tu sais, nés hommes à la naissance. Fait qu'avec un sexe masculin. C'est ça. Fait que la majorité, genre 80% des hommes entre 15 et 54 ans, pensent qu'ils peuvent s'en sortir seuls de leurs problèmes. Puis ça, c'est problème en général, c'est comme quelque chose, ça peut être une séparation, ça peut être des problèmes financiers. C'est vraiment large, là, comme statistique, mais c'est ça. Là, moi, je suis un homme, je me sens pas bien. Je stresse ou je sens que j'ai pas envie d'aller au travail. Je pense que c'est quelque chose qui va au-delà de... Ça touche mon physique et mon mental. Ça touche tout, oui. Et là, ton couple aussi, parce que t'es marié. Oui, c'est ça, exactement. Là, normalement, je dois avoir qui? Ben, si on travaille en fonction de l'approche Men's Issues, Men's Issues, dans le fond, c'est une approche qui va vraiment regarder l'homme comme une entité, mais aussi ce que la société crée, en fait, chez l'identité de l'homme. Okay? Donc, si moi, je prends en considération, tu sais, on se connaît un peu, ben moi, je vais te demander, mais toi, c'est quoi tu veux faire? Tu sais, si je te parle comme une amie en ce moment, je vais te demander, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux consulter? Ça, c'est ton choix. Fait qu'on va beaucoup aller sur l'autonomie avec l'homme. On va essayer de créer un partenariat. Parce que c'est très, très important pour l'homme. S'il n'y a pas de partenariat, de professionnalisme, les hommes, 60% des hommes tentent à décrocher. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, ben, peut-être je vais juste arrêter, je vais pas aller au travail et je vais juste drop. Exactement. Puis l'aspect confiance, fait que quand t'es là, si la personne te fait pas confiance, puis t'es là, OK, on va faire ça, je t'enlève ton pouvoir d'agir sur ta propre vie. Donc, tu me feras pas plus confiance. Là. Donc, à l'ami à qui je veux parler, c'est plutôt lui qui doit me dire aussi, peut-être, ben, la personne à qui je parle, ben, est-ce que tu aimerais consulter? Parce que si cette personne me dit, t'as fait rien, allons jouer au basket, ça va passer. Ouais, non. C'est ça. Fait que c'est comme d'avoir une approche, une oreille ouverte. OK? Puis d'être là comme, OK, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comme, moi, j'ai remarqué que, exemple, tu te présentes moins dans les affaires sociales. Je t'inquiète pour toi. Fait que c'est être vraiment transparent avec la personne. Fait que de nommer les faits, de nommer comment on se vit, puis faire comme what's going on? Comme, can I help? OK. Puis de demander, de jamais imposer. Parce que, tu sais, c'est ça, la confiance, c'est super important. Puis les hommes, généralement, OK, on généralise encore une fois, vont pas ouvertement dire « je me sens pas bien ». Tu sais, tu commenceras pas à pleurer nécessairement ici parce que, je sais pas, ta culture ou même où t'as grandi, peut-être le pleur, c'était pas perçu de la même façon. Non, des fois, moi, j'ai envie de pleurer, mais ça sort pas. Ah, ben il y a ça aussi. T'sais. Fait que là, c'est à nous de pas prendre pour acquis quoi que ce soit, là. C'est de faire comme, OK, ça veut pas dire qu'il pleure pas, qu'il est pas, genre, en position fétale dans son lit, que il prend pas sa douche, que nécessairement, il veut se suicider, hein. Il y a un degré. Faut évaluer la situation, mais il faut aussi demander à la personne avant d'entrer dans sa bulle puis faire comme « Hey, je vais t'amener chez un thérapeute. » Ça marche pas comme ça. Et c'est quoi les autres découvertes que tu as eues dans toute cette approche, justement, ton expérience avec les hommes et ce qui est dit dans ton milieu, dans les recherches scientifiques et tout? Ben c'est sûr que, tu sais, moi j'ai apporté mes notes parce que je suis genre une perfectionniste dans l'âme. Et c'est pour ça que je te pose une question ouverte pour que tu nous donnes toutes ces connaissances. Fait que, tu sais, quand je te parlais de confiance, d'égalité, vraiment d'autonomie avec les hommes, non seulement il y a ça, mais
les hommes tendent généralement à réagir très facilement à des choses concrètes, à des interventions concrètes. OK? Fait que si je te dis ça, c'est vraiment d'agir sur des solutions. Fait que si tu as des problèmes financiers, je te demanderai pas comment tu files à propos de tes... Tu sais, je vais te le demander, mais en même temps, je vais pas aller explorer juste ça. Je vais te demander, ça serait quoi les actions concrètes ou ça serait à qui tu pourrais demander? Est-ce que tu veux même demander à quelqu'un de t'aider avec ça ou tu préfères aller à la banque, aller demander un prêt ou... Tu sais, t'es où, toi, dans ta marche à suivre? T'as-tu besoin même de faire quelque chose ou tu veux rester comme ça pour l'instant pour penser un petit peu? Fait que c'est vraiment de demander où est-ce que la personne en est, mais aussi de proposer des solutions si elle te le demande. OK? OK. Est-ce que les problèmes financiers, c'est souvent quelque chose qui amène les gens à consulter? Au privé, Parce que non. c'est intéressant. C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que on aurait pensé peut-être que justement les personnes, justement les entrepreneurs par exemple et tout, qu'ils ont justement le tough skin et tout. Donc, Les problèmes financiers, c'est comme une genre de conséquence, je te dirais, au motif de consultation. OK. Donc, la personne va peut-être venir me voir pour ça va pas bien dans son couple, exemple, puis là, il sent qu'il peut plus s'affirmer, il se sent attaqué ou quoi que ce soit. Puis là, on se rend compte que monsieur a perdu son emploi dans le dernier mois. T'sais, mais c'est pas la première chose qu'il va me dire. Donc, c'est souvent des questions au niveau « je me sens, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation, ça va mal dans mon couple, on a eu un autre enfant, je suis épuisée. » Puis là, je me rends compte qu'en plus de ça, il y a des problèmes financiers. En plus de ça, on a perdu une personne chère. En plus de ça, tu sais, fait que avec l'homme, c'est souvent d'y aller genre comme un oignon, t'enlèves les pleurs, puis t'en découvres un petit peu plus à la fois, tu sais. Ouais. Je te dirais que c'est plus une conséquence. Parce que moi, je travaille au privé. Ça, c'est une autre chose aussi. Il y a une différence entre les services publics et les services privés. Et donc, avant ça, tu travaillais aussi dans un contexte un peu plus public, sans nommer. oui, puis je travaillais au communautaire aussi avant. Fait que j'ai eu quand même une belle éventail de l'accessibilité aux services genre de première ligne versus, tu sais, plus genre via un ministère X. Puis après ça, justement, là, je suis en pratique privée qui est quand même assez différent. Parce que là, c'est mon propre temps, c'est mes propres affaires. Moi, je choisis ma clientèle, j'ai mes expertises à moi. Donc, tu sais, c'est pas monsieur et madame tout le monde nécessairement qui vient me voir, là. Quand tu étais dans le service, quand tu étais en première ligne Ouais. et tu devais faire des interventions justement par rapport à des gens qui sont en détresse. Oui, ça peut être en violence conjugale, ça peut être en prévention du suicide, santé mentale comme quand même assez prononcée. Est-ce qu'il y avait encore une différence que tu remarquais quand il s'agissait d'une intervention homme-femme? Est-ce que On a rencontré beaucoup d'hommes, pour être honnête, là, Okay. parce que ça aussi, c'est quand même important à nommer, c'est que les hommes, en fait, sont au niveau des... Les refuges d'urgence, il y a 87% des hommes qui vont chercher les refuges d'urgence. Okay. Pas nécessairement le travail social ou quoi que ce soit, mais plus comme exemple un hébergement, des choses comme ça. Puis aussi, tu sais, les hommes avec des revenus plus faibles préfèrent garder leurs problèmes pour eux, en fait. Ça, c'est à peu près 75% là, de la population qui ont un salaire en bas de 20 000 $ par année. Qui préfèrent garder leurs problèmes avec eux. J'imagine que c'est parce qu'ils ont... Ils n'ont peut-être pas les ressources. Tellement de problèmes aussi. Possiblement, ils n'ont peut-être pas accès aux services, aux services publics. Dépendamment de la province, on peut attendre jusqu'à 2 ans pour parler avec quelqu'un. Ça, c'est un problème, non? Oui, c'est un problème. Parce que je lisais des statistiques sur Statistique Canada, ça disait que le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes. Et de 15 à 34. 3 suicides sur 4, c'est les hommes. Qu'est-ce que des stats comme ça te disent, toi, comme message en tant que psychothérapeute? Ça m'émue, évidemment, parce que j'aimerais ça aider beaucoup plus. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup de structures institutionnelles qui font vraiment de leur mieux en fonction des budgets qu'ils ont, en fonction du personnel qu'ils ont, parce que c'est pas facile de garder des gens dans des emplois de première ligne, parce que c'est énormément de demandes et c'est épuisant. Donc,
exemple, pour le service public, je comprends qu'ils rushent en ce moment parce qu'on est tous fatigués. J'ai beaucoup de collègues, en fait, que je connais qui ont été en arrêt de travail là, dans les derniers 6 mois. Là. Ah ouais, ben, j'imagine que justement, vous devez vous faire demander aussi comment ça va, vous êtes brûlés? On fait ce qu'on peut, hein? On fait ce qu'on peut. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de travail individuel de chacun des employés aussi à mettre ses limites. Mais en même temps, on veut aider. On est des proches aidants, on est des psychothérapeutes, on est des intervenants. Notre vie est basée sur aider les autres. Mais là, il faut travailler sur nous aussi, puis pas oublier qu'on est des humains, après tout. Là. Notre batterie, après... Quand on fait du 9 à 5, là, généralement, on sort d'ici, là, puis on pense encore à notre journée, puis c'est là... Quand ça arrive, c'est là qu'il faut mettre la limite, là. Parce que, exemple, dans les premières lignes, on fait beaucoup de signalements à la DPJ, au CAS à Ottawa, où, tu sais, on est vraiment, là, dans la détresse avec les gens. En tout cas, chapeau, intéressant. On va continuer, on va prendre une petite pause et on va continuer.